Les nouveaux studios Marvel ont fait des prêts faramineux de près de 500 millions de dollars. Ils ont également mis les personnages de Black Panther ou encore Doctor Strange sous garantie. Une chose était sûre, si Marvel Studios n'était pas lucratif, ils risquaient de tout perdre. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour manquer aucune future vidéo. N'hésite pas à mettre un petit j'aime et dis-moi en commentaire quel est ton film Marvel préféré. Jeans, paire de baskets et une casquette. Voilà comment l'un des hommes les plus puissants de Hollywood est présent lors de ses apparitions pour promouvoir les blockbusters de Marvel Studios. Kevin Feige est né à Boston le 2 juin 1973. Avant d'être qui il est, son grand-père Robert Short était lui-même producteur de feuilletons télévisés. À l'âge de 3 ans, il déménage dans le New Jersey. Durant sa jeunesse, il a toujours aimé les films de super-héros. Il avait même une petite collection de comics. Mais c'est les films qui l'ont initié aux bandes dessinées. Superman par exemple est l'un des films qui a donné envie à Kevin de faire des longs métrages et de travailler dans le monde du cinéma. Et à cet âge-là, il comprenait pas pourquoi il n'y avait pas beaucoup de films de super-héros. Mais plus tard, il va y remédier. Et quand je te dis que c'était un vrai fanboy, c'est pas pour rien. Le mec a gardé ses tickets de quand il a été voir Star Wars La Menace Fantôme 13 fois au cinéma. Et en plus, c'était tellement un nerd qu'il allait au cinéma tous les vendredis soirs et qu'il notait tout ce qu'il voyait dans un carnet. Comment la sonorisation du cinéma était, comment le film était, qu'est-ce que lui aurait pu améliorer au film. Bref, il était trop chaud. À sa majorité, Kevin a compris par quoi il était passionné et savait qu'il voulait travailler dans le domaine du cinéma. Du coup, il décide de poursuivre son objectif et il quitte le New Jersey, direction USC University en Californie. Quand on te dit de forcer, c'est pour une raison. Et Kevin a compris qu'il devait pas lâcher l'affaire. L'école de cinéma dans laquelle il voulait poursuivre ses études l'a rejeté 5 fois. Il s'inscrivait chaque semestre dans l'espoir d'être pris. À force d'être refusé, il s'est posé beaucoup de questions sur son choix de carrière et a même failli abandonner. Mais au final, au bout de la 6e fois, Kevin Feige a été pris et a pu commencer à réaliser son rêve. Pendant sa scolarité, ses camarades faisaient des stages dans différentes boîtes de production qui n'étaient pas nécessairement connues. Kevin, lui, il savait qu'il pouvait faire mieux. Il voulait pas forcément faire ses stages dans des endroits qui ne le passionnaient pas et surtout qu'il connaissait pas. Il voulait pas se donner corps et âme dans une petite boîte et en plus de ça ne pas gagner d'argent. Mais un jour, il voit un stage disponible chez Donner Production. Ils ont notamment fait le film Les Goonies ou encore Superman. Désolé, j'ai fait une petite erreur. En réalité, c'est le réalisateur de ces films qui a créé Donner Production. Et souviens-toi, Superman est l'un des films qui a donné l'envie à Kevin Feige de faire des films. Du coup, le seul CV qu'il a fait et envoyé dans sa vie, c'était pour sa demande de stage chez Donner Production. Et heureusement pour lui, il a réussi à décrocher son stage dans cette grosse boîte de production. Et peu importe s'il était payé ou pas en tant que stagiaire, il voulait se donner à fond dans cette boîte. Mais cette bonne nouvelle n'allait pas sans conséquences. Pour se rendre à son stage, Kevin prenait un bus navette qu'il payait 40 $ par jour. So my internship was costing me like 40 bucks a day to take a super shuttle there a couple times. This was before Uber, everybody. Mais heureusement pour lui, c'est là que sa carrière allait commencer. Au début, il était simplement réceptionniste. Il l'a été pendant à peu près 1 an et demi avant de devenir assistant de production. Et là, tu te demandes, mais comment tu passes de simple réceptionniste à assistant de production? Je vais t'expliquer ça. L'un des assistants de Lauren Schuller, qui est l'une des big boss de Donner Production, s'appelait Scott Stuber. Scott allait être promu et travailler sur Sauver Willy 2. Mais il pouvait pas travailler sur un autre projet sans être remplacé. C'est comme ça que le poste a été proposé à Kevin Feige. Du coup, il a pu avoir la chance d'évoluer dans son entreprise et prouver ce qu'il valait. À ses débuts dans l'entreprise, il savait pas trop s'il voulait être producteur ou réalisateur. Mais au fur et à mesure de son stage, il se rendait compte que Lauren Schuller, qui est productrice, faisait les choses les plus intéressantes. C'est elle qui était le plus impliquée dans les projets et c'est grâce à elle et ses assistants qu'un film gravissait les échelons et pouvait exister. Avant de continuer dans la vie de Kevin Feige, tu dois savoir quelques petites choses. Durant les années 90, Marvel était au bord de la faillite. Ils ont dû vendre le droit cinématographique de plusieurs de leurs personnages. Spider-Man a été vendu à Sony, les X-Men à la Fox ou encore Hulk à Universal. Quand les Spider-Man de Sam Raimi ou encore les X-Men de la Fox ont eu leur succès dans le début des années 2000, Marvel n'a pu toucher aucun bénéfice vu qu'il n'était plus propriétaire des droits cinématographiques. Voilà pour l'explication. Lorsqu'il commence à travailler en collaboration avec la Fox et Marvel pour le premier film X-Men, Kevin était un simple assistant de production chez Donner Production. Mais le développement du film était un peu spécial. Kevin Feige ne voyait pas d'un bon oeil ce que Bryan Singer et la Fox étaient en train de faire du film. Feige était très frustré de travailler sur ses premiers films de super-héros des années 2000. Car les équipes créatives essayaient de comprendre quoi faire avec les personnages et leur histoire. Kevin s'assurait que les équipes prenaient le bon chemin pour rendre justice aux comics de base, malgré les quelques libertés qu'ils prenaient. De toute manière, Kevin Feige n'avait pas à répondre aux différents problèmes de scénario des films des débuts des années 2000 vu son implication faible. Pour te montrer à quel point le développement du premier film X-Men était spécial, Hugh Jackman a déclaré dans une interview que lors du tournage du film, les comics étaient interdits sur le plateau. Apparemment, le réalisateur n'avait pas de bons a priori avec les comics. En gros, il aimait tout simplement pas les comics. And by the way, comic books were banned on the set.
Because Bryan Singer had this thing that people would think he really wanted to take comic book characters seriously as real three-dimensional characters. And he said, people who don't understand these comics might think they're two-dimensional. Et on peut le remarquer dans le film. Par exemple, les costumes sont totalement différents des bandes dessinées. Et Kevin Feige était contre ça. Et sans se faire voir, il donnait à Hugh Jackman des comics essentiels pour qu'il puisse comprendre son personnage. Et c'est peut-être grâce à ça qu'on a eu un aussi bon Wolverine. C'est durant ce projet qu'il rencontre Avi Arad, qui à cette époque dirigeait les films Marvel au cinéma. Et c'est lui qui dès le début croyait en les personnages de Marvel. Et savait qu'on pouvait en faire de bons films. Après ça, Avi Arad a embauché Kevin Feige chez Marvel Studios, qui à l'époque s'appelait Marvel Films. Kevin était non seulement un fanboy, mais avait l'avantage d'avoir travaillé sur beaucoup de projets Marvel au cinéma. Les X-Men, les premiers Spider-Man, ou encore Daredevil. Mais à cette époque, Marvel Studios n'est pas la même que maintenant. Et prépare-toi à ce que je vais te dire. Marvel Studios partageait un bureau 3 pièces avec une société de cerfs-volants qui appartenait également à Marvel. Je sais pas si tu te rends compte. Dans les années 90, pour Marvel Entertainment, il n'y avait pas de grande chance pour que la division des films de chez Marvel fonctionne. Car dans le passé, il y avait déjà eu des films Marvel, mais ils n'avaient pas forcément bien marché. Comme par exemple Captain America ou encore Nick Fury qui sont sortis en 1990, ou encore les 4 Fantastiques sortis en 1994. Mais lorsque les X-Men suivis après par Spider-Man ont fait succès au box-office, Marvel Entertainment a commencé à prendre le cinéma au sérieux. Une chose était sûre, si Marvel voulait faire de l'argent et s'en sortir, il devait avoir un gros studio et faire l'un des plus gros paris de l'industrie cinématographique du 21e siècle. Et pour financer ces futurs films, les nouveaux studios de cinéma Marvel ont fait des prêts faramineux de plus de 500 millions de dollars. Et si avec ces 500 millions de dollars Marvel n'était pas lucratif, il perdrait à coup sûr le droit des Avengers. Et ces personnages deviendraient la propriété de la société d'investissement. En gros, si Marvel perdait tout, les Avengers appartiendraient à une banque. Et sûrement après, ils auraient vendu ça. Et ils avaient même mis des personnages comme Doctor Strange ou Black Panther en garantie. Et l'objectif de Kevin Feige était qu'un jour, ce qu'il développera pourra rivaliser avec la saga de George Lucas, Star Wars. Du coup, c'était un pari très risqué. Et chaque décision était cruciale. Notamment le futur président de Marvel Studios. Cette future personne devait produire de bons films, pour pas que la maison des idées jette la clé sous la porte. C'est ainsi qu'en 2007, Kevin Feige devient le président de Marvel Studios. Et avant de commencer leur premier projet, Marvel Studios avait le droit sur 10 personnages. Et avec ces 10 personnages, ils devaient en choisir un avec lequel ils allaient faire leur premier film. Et à ce moment-là, Kevin Feige avait déjà des idées de scénario sur Captain America, Thor ou encore Ant-Man. Au final, Marvel Studios parie tout sur Iron Man. Et ça, avec la même formule du MCU que l'on connaît aujourd'hui. Et oublie pas que si ce premier projet ne fonctionnait pas, Marvel risquait de tout perdre. Au final, Iron Man est au rendez-vous au box-office avec près de 585 millions de dollars, alors que le film a coûté 140 millions de dollars. Et c'est à partir de là que le Marvel Cinematic Universe pouvait prendre place. Et le lundi suivant la sortie de Iron Man, Kevin Feige annonce déjà les dates de Iron Man 2, de Thor, Captain America et Avengers. Mais depuis le début, Kevin s'est heurté à un problème. En effet, les employés de chez Marvel Studios, et notamment Kevin, avait un problème avec une personne, le milliardaire et PDG de Marvel, Ike Perlmutter. Le PDG de Marvel avait un réel problème avec les représentations. Il était contre la création des Gardiens de la Galaxie, de Captain Marvel ou encore de Black Panther. Il voulait simplement que les studios fassent ce qu'ils pensaient être bon, et surtout le faire de la manière la plus économe possible. Après le rachat de Marvel Studios par Disney en 2009, le PDG de Disney, Bob Iger, savait qu'il devait intervenir pour gérer ces différents problèmes. Et il devait mener des batailles pour que Kevin Feige et ses équipes puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Lors du développement de Captain America Civil War, Perlmutter faisait en sorte de réduire le budget du film. Il voulait que le script soit réécrit et que Iron Man soit enlevé du film. Tout ça pour que le film coûte le moins cher possible. Et si t'as vu le film, tu vois bien le nombre de gros acteurs présents. Mais Kevin Feige ne voulait pas qu'on compromette sa vision. Il voulait que Marvel Studios soit autonome et il a même menacé de quitter Marvel Studios. Après Captain America Civil War, Disney a fait en sorte que Kevin n'ait plus à passer par Ike et qu'il ait plus de pouvoir pour diriger les projets de Marvel Studios. Et ce conflit entre Kevin Feige et Ike Perlmutter est l'une des raisons principales pour laquelle les TV shows Marvel, tels que Daredevil, les Defenders ou encore les Inhumans, n'étaient pas vraiment connectés au MCU. Parce que Kevin Feige n'aimait pas son patron. Et il voulait pas que la chronologie du MCU et de Marvel Television soit liée. Mais avant ça, je vais t'expliquer vite fait la structure de Marvel. The Walt Disney Company achète Marvel en 2009. Marvel, eux, existe depuis 1939. Et dans Marvel, il y a la structure Marvel Studios, Marvel Television et Marvel Comics. Revenons à notre
PDG Hick. Finalement, en octobre 2019, après que Marvel Studios a annoncé qu'ils allaient sortir plusieurs séries sur Disney+, Marvel Television intègre Marvel Studios. Du coup, Kevin Feige a le plein pouvoir de la branche cinématographique de chez Marvel. Du coup, il doit rendre compte à personne excepté au PDG de Disney. Aujourd'hui, Kevin Feige a un œil sur tout ce que Marvel Studios entreprend. Que ce soit le réalisateur, le casting ou le scénario, tout passe par Kevin Feige. Les réalisateurs ont carte blanche tant qu'ils suivent les plans de base de Kevin. Aujourd'hui, avec plus de 29 films, 9 séries et une dizaine de projets annoncés les 5 prochaines années, Kevin Feige est l'un des plus gros producteurs du monde. Et il est chargé de connecter tous ces films et séries pour créer un univers cohérent, le Marvel Cinematic Universe. Mais qu'est-ce qui a fait que Feige était si bon? C'est qu'il a été un nerd fan de comics. Et c'est cet aspect de sa personnalité qui a fait de lui une personne qui sait de quoi il parle. Et surtout, il sait quoi faire avec le matériel de base, les comics. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions ou bien qu'une information est fausse ou incomplète, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.